Bonjour à tous, chères auditrices, chers... Ouais, super. Est-ce qu'on serait pas en retour de vacances, mon cher Marc? Si, un peu, je dois l'avouer. J'ai l'esprit ailleurs. Même si hier, j'ai enregistré un épisode, celui de la semaine dernière, pour les auditeurs. Mais heureusement, t'es là pour me remettre à flot, si je puis dire, Raph. Et je dis pas ça parce qu'il y a de l'orage dehors ce dimanche 11 juin 2023. Déjà. Juin, c'est un beau mois, le mois de juin. Moi, j'aime bien. Juin, c'est un mois qui commence par un J, comme notre intervenant du jour, qui est parmi nous. Comment ça va, Jules? C'est incroyable. Ouais, ça va. Fatigué. Oui, bah ouais, je comprends. Voilà. J'ai pas dit bonjour aux gens. Enfin, vraiment, bonjour les gens, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien chez vous, que vous avez des vacances aussi, parce que cet épisode sera en juillet. Donc, on espère que en juillet, c'est cool, qu'il fait pas 45 degrés et que la vie est belle. Voilà. Que tout marche pour vous. M comme Marc. Exactement, comme l'animateur qui est parmi. Voilà. J'attends avec impatience mon mois. Oui, trop. Ah bah c'est à Marc de présenter les invités, donc c'est à lui de... Bah oui, parce que là, c'est... entre nous, les mots sont superflus. Donc du coup, Jules, aujourd'hui, tu viens pour nous présenter quelque chose dans l'univers des grottes, il me semble, c'est ça? Oui, pour continuer la petite série qu'on avait commencé sur les grottes. Alors ce sera un peu plus court que les épisodes précédents. Enfin, en fait, il n'y en a eu qu'un que l'épisode précédent. Voilà, simplement, voir depuis combien de temps est-ce qu'on va dans les grottes. Qu'est-ce qu'on en sait. Ok, bah génial. Je décolle tout de suite. Bah oui, tu peux te lancer tout de suite. Après, c'est vrai que c'est ton deuxième épisode sur les grottes, finalement. Et on a hâte de savoir depuis quand on vient dans les grottes, finalement. Alors, j'étais juste en train de réfléchir à quel mot-clé je pouvais mettre, puisque normalement, à chaque fois, il y a des petits mots à trouver. C'est vrai, il y avait des mots-clés. Je l'ai écouté il y a genre peut-être 10 jours, ta chronique. Et ben, je vais en trouver rapidos. J'en trouve en 3 secondes. Grotte. En attendant, on peut raconter des histoires drôles. Ah, cool. Est-ce que t'as une histoire drôle en tête, Raph? Bah, j'ai celle des deux gars qui sont sur un pont. Ouais. Qu'est-ce qui leur arrive? Bah, c'est l'histoire de deux gars qui sont sur un pont. Ouais. Il y en a un, il a les cheveux longs et l'autre, l'autre, ça le gêne pas plus que ça. Je la connaissais, mais elle est toujours aussi excellente. On adore l'humour absurde ici. Moi, est-ce que j'ai des blagues? J'ai pas vraiment de blagues parce que je suis pas quelqu'un de très très drôle dans la vie de tous les jours. Aussi. Oh bah si peu, même. Si peu, voyons. C'est l'histoire. J'ai l'impression qu'on va commencer un cadavre. On peut faire un cadavre exquis en attendant, Jules. Tellement. Faisons ça. Alors, c'est l'histoire d'un petit lutin qui vivait dans une forêt sombre et parfois humide. Il était très gentil, mais un jour... Eh bien, un jour, il a rencontré des aventuriers qui souhaitaient en fait se rendre dans un temple. Dans un temple. Et du coup, ils ont demandé de l'aide à ce lutin qui apparemment avait comme moyen de transport un réseau de champignons. Exactement, oui, parce que ce petit lutin qui s'appelait Turlututu, on peut le dire, Turlututu, le chapeau pointu. Exactement. Eh bien, en fait, il utilise un réseau de communication via des champignons. Quand on marche sur le champignon, ça réveille d'autres champignons qui sont ailleurs et on peut même leur parler pour transmettre la voix du lutin à un autre lutin. Et donc, du coup, le petit Turlututu, il est très ami avec un des aventuriers. Et il a décidé de les aider à aller dans le temple maudit / sacré de on sait pas trop quoi. Contre toute attente, les aventuriers ont réussi leur mission et ont récupéré de l'or, ont récupéré du prestige. Ça arrive. Et notre cher ami Turlututu au chapeau pointu est devenu un grand ami d'un héros. Un héros voilà, au grand cœur. Un héros au grand cœur, je sais pas, un héros tout court. Un héros tout court, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est ainsi que prend fin l'histoire de Turlututu, chapeau pointu et du héros au grand cœur sans nom. Je me rappelle même plus de son nom. Incroyable. Non, en vrai, ça m'y fait penser parce que du coup, tu parlais du champignon avec les réseaux de champignons, etc. À peine de Last of Us, mais... Mais j'ai lu il y a quelques jours un article sur les champignons et le côté prometteur du champignon. Prometteur? Oui, grâce à ce qu'on appelle le mycélium. Je sais pas si vous connaissez. Tout ce qu'il y a dans, enfin tout leur petit réseau. Oui, c'est le réseau mycélien de pas de racines, justement. Oui, qui permet notamment aux champignons de se greffer sur d'autres arbres, sur d'autres ou des racines, et puis éventuellement prévenir si l'un est en difficulté ou s'il y a un danger. Il y a plein de
choses intéressantes avec les champignons, sans que ce soit forcément foncièrement dégueulasse et que ça parte dans du Last of Us. Pour moi, ce sera toujours dégueulasse, un champignon, mais... Oui, c'est vrai que tu pars... Désolé. Et ça me fait penser à la série, justement, de Star Trek Discovery. Star Trek Discovery. Ouais, Il y a où des ils avaient champignons utilisé via un réseau de mycélium intergalactique et d'un tardigrade, ils pouvaient se déplacer. Ah, mais ça me dit quelque chose. Ils peuvent pas se déplacer dans le temps et dans l'espace, une connerie Si, comme si, ça si, si, c'est ça. C'est ça, je crois que je l'ai vu celui-là. J'avais vu c'est dans la première saison. C'est dans la première saison. Ouais, Ouais, j'ai pas été plus loin. de Discovery. Ah bah moi j'ai mes mots si vous voulez, mais vous êtes trop ben, fort pour broder, ok, donc ouais, moi j'allais juste vous écouter pendant longtemps là en fait. Tu sais que quand on on est lancé. Hein. Voilà, hein, quand Ouais, bah, je vois ça. on digresse. Hein. Et ben nous C'est t'écoutons, parfait. Jules, du coup. Ok, et ben pour commencer la petite intro de la série. Les grottes, gouffres et autres trous obscurs ont depuis toujours attisé notre imaginaire. Nombre de légendes fourmillent à propos de ces endroits mystérieux que l'on perçoit souvent comme dangereux, étroits et anxiogènes. Mais si, au contraire, il s'agissait de fenêtres sur un autre monde suspendu dans le temps, noyé dans une obscurité et un silence total, qu'il nous faudrait percer d'un faisceau de lumière comme les spectateurs d'une ruine oubliée. Et si, dans ces espaces minéraux se cachaient les mémoires de paysages anciens, de cataclysmes oubliés, de tragédies émouvantes, d'histoires fascinantes ou de marques fortuites? Et si sous nos pieds, chaque forme avait un sens, n'attendant que d'être comprise? N'attendez plus, suivez-moi sur la piste des galeries géantes, des formes étranges, des stalagmites étonnantes, des canyons souterrains, des vestiges de civilisations disparues et des bêtes étranges qui peuplent les profondeurs. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mystère des profondeurs. Et ben aujourd'hui justement, en parlant de galeries étroites, anxiogènes ou autres, on va simplement s'intéresser à depuis quand en fait il y a Ouais. des bonhommes qui vont sous terre, parce que au final c'est quand même des milieux qui sont assez proches des lieux de vie, qui sont présents dans de multiples environnements sur toute la surface du globe, et donc qui ont été fréquentés au fur et à mesure du temps par toutes sortes de sociétés, pour toutes sortes de raisons. Mais depuis quand? Alors vu que c'est un peu brouillon aujourd'hui, n'hésitez pas si vous voulez intervenir pas mal. Ok. Enfin, comme dame, mais Ouais. n'hésitez pas. Compte sur nous. On le fera, on le fera. Ok, mais nickel. Alors, déjà, il faut savoir que dès qu'on va aller sous terre, de fait, on va laisser une marque. Ou plutôt, on va laisser une trace. Je ferai ici le distinguo entre marque et trace. Une marque, c'est quelque chose de plutôt intentionnel. Une trace... J'ai peut-être que mon cerveau a été mis en pause quelques instants, mais tu nous as pas donné les mots du coup. Ah oui, t'as raison. Les mots, alors je vais mettre Superman, Superman, ouais. Gigoté, Gigoté, Negra Negra, et Endokarst. Karstre. Ok. Waouh. Ok, c'est parti. Donc, Superman, Endocastre, Gigoté et Negra. C'est ça. Très bien. Pardon. Donc il n'y a pas de spéléologie qui laisse pas de traces ou de marques. Donc je fais bien le distinguo ici pendant tout le reste de l'épisode entre Ouais. marque et trace. Une marque, c'est plutôt quelque chose de volontaire. Au contraire d'une trace, une trace, c'est une trace de quelque chose. C'est quelque chose qui est fait par inadvertance. Généralement, c'est plutôt un contact qui va laisser une trace de quelque chose. Ok. Et c'est toujours en référence à autre chose. Genre un passage, genre un appui, genre etc. etc. Ok. Vous la pétez en société, vous pouvez appeler ça le principe de transfert de Locard, qui dit que tout transfert de mouvement résulte en une trace. Ok. Ça, c'est pour vous la péter en société. J'aurais pu prochain mettre Locard rappel. dans les mots-clés. Après, tout ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que cette trace, elle va perdurer jusqu'à nous, si c'est sur des temps anciens. Et ça tombe bien parce que les grottes, c'est des milieux qui sont particulièrement propices à la conservation de ce qui s'y trouve. Puisque il y a pas d'érosion en quelque sorte, il y a pas de vent, il y a pas de dans la plupart des grottes en tout cas explorables, il y a pas de circulation d'eau qui peuvent trop en tout cas perturber ce qui va se trouver au sol. Les conditions de température sont tout le temps les mêmes, quelle que soit la saison, donc il va pas y avoir de variation pour entraîner justement des perturbations. C'est des milieux qui sont aussi coupés entre guillemets de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentation animale qui vont pouvoir perturber tout ça. Il n'y a pas de végétation puisqu'il n'y a pas de lumière, donc il va pas y avoir beaucoup de perturbations de ce qui s'y trouve. Ce qui fait que, en théorie, j'insiste sur le en théorie, mais en théorie, quelque chose, genre un bloc qu'on pose au milieu d'une galerie, si on laisse là qu'on repart, il peut rester là pendant des siècles et des centaines enfin même plus. Oui. Donc ce qui est intéressant dans les grottes, c'est qu'on va peut-être essayer de pouvoir remonter sur des traces assez infimes qu'on n'espérerait même pas retrouver à l'extérieur. Alors après, à côté de ça, ça veut pas dire que y a pas des modifications. Les grottes, c'est des espaces qui évoluent. On le verra dans d'autres épisodes de Mystère des profondeurs, mais qui évoluent sur un temps long. Donc ça nous donne quand même un espoir de retrouver quelque chose. Donc, depuis quand?
C'est la question depuis quand est-ce qu'on peut retrouver des traces de bonhommes sous terre en fait. Et ça va nous emmener en Afrique, à la grotte de Wonderberg, dans la province du Cap Nord, donc en Afrique du Sud. Dans cette grotte, donc c'est un immense tube, totalement horizontal, il n'y a pas vraiment de difficulté de progression, qui se développe sur environ 200 mètres de profondeur, et qui a gardé un piège en fait à sédiments depuis plus de 2 millions d'années. Il y a des choses qui sont coincées à l'intérieur, qui ont été emmenées par le vent, qui ont été emmenées par plein de processus, qui font que ça s'est accumulé au fur et à mesure du temps. Et donc, ça a aussi piégé plein de traces de fréquentation animale, humaine, et notamment des outils datés à environ 2 millions d'années, juste à côté de peintures datées, donc de peintures sur les parois qui sont datées à environ 10 000 ans. Donc, il y a quand même une très grande période de fréquentation humaine dans la grotte. Et ça, c'est à l'entrée de la grotte, plus ou moins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est depuis quand est-ce que les gens ils sont allés vraiment profond sous terre, quoi. Pas juste s'être arrêtés devant le porche, s'être mis devant l'entrée, etc. Quand est-ce qu'ils sont allés explorer, quand est-ce qu'ils ont fait de la spéléo, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette grotte, donc au fond, tout au fond, à plus de 200 mètres de l'entrée, il y a des traces d'incendie qui ont été datées à environ 900 000 ans. Pour le coup, le feu ne peut pas être arrivé comme ça de manière naturelle dans la grotte. Il y a forcément un apport qui ici est très clairement humain. Ça veut pas dire non plus que c'est un feu maîtrisé. Et ça, c'est une grosse nuance sur laquelle on pourra revenir après. Mais, pour le coup, il y a forcément à un moment donné des bonhommes qui ont amené à 200 mètres de l'entrée. Il peut pas y avoir, sachant qu'il n'y a pas de continuité de cet incendie entre l'extérieur et l'intérieur. Donc il y a bien quelque chose qui a été déclenché ou qui a été amené dans cet intérieur de la grotte. Donc pour le coup, c'est la plus vieille trace qu'on ait de fréquentation du milieu souterrain, donc datée à environ 900 000 ans, donc environ 1 million d'années. Donc ça fait au moins 1 million d'années qu'on fréquente les grottes profondes. Petite question au passage, parce que c'est une question qu'on se posait avec Raph avec les micros en moins. C'est quel humain du coup qui fréquente cette grotte à 2 millions d'années ? Alors là, pour le coup, je l'ai pas pris dans mes notes, mais effectivement, on n'est pas sur du sapiens, donc on n'est pas sur nous. À 2 millions d'années dans cette zone-là de l'Afrique, je saurais pas te dire par contre. C'est Homo naledi, c'est ça ? Non, mais naledi, c'est plus récent, c'est dans les 200, 300 000. C'est ça. Je vais parler de Naledi tout à l'heure, mais là, du coup, à Wonderwerk, je saurais pas te dire, je préfère pas dire de bêtises. Ouais, moi je pensais qu'on était vers Rising Star, mais non. Non, Rising Star, du coup, je vais en parler juste après. Okay. Mais attends, on peut checker vite fait. Wonderwerk. Alors, est-ce qu'on prend les paris ? Qui est dans cette grotte, du coup, Eric ? Ouais, 2 millions d'années. Le problème, c'est qu'il y a tout le monde il y a 2 millions d'années. Donc... Il y a un peu tout le monde. Ouais. Moi, je me demande surtout s'ils ont retrouvé des restes humains, en fait, qui pourraient leur dire c'est vrai que quoi. Pas vraiment plus que ça aussi. Parce que ils ont, du coup, des pierres taillées de l'Oldowayen. Ouais. Donc, cette culture d'il y a environ 2 millions d'années. Mais j'ai pas vu que ce soit associé vraiment à une espèce en particulier. Ok. Ils parlent juste d'activité humaine, mais il faudrait regarder les papiers scientifiques, je pense, pour regarder. Mais c'est pas dit qu'ils aient retrouvé des restes vraiment, parce que généralement, quand même, ils le mettent un peu en avant, quoi, quand ils savent un peu l'espèce. Ok. Je saurais pas te répondre, du coup. C'est pas grave. Alors des traces comme ça, on en a donc là à Wonderwerk en Afrique du Sud, c'est donc la plus vieille trace qu'on en ait. Il y a d'autres traces qu'on a assez anciennes. Et en Europe par exemple, la plus ancienne trace de feu en milieu souterrain. Bon pour le coup là, on n'est pas non plus aussi loin de l'entrée qu'on l'est à Wonderwerk. Et c'est la Cueva Negra del Echero del Rio Quipar. T'as dit Negra, non ? C'est pas un mot ? Oui, tout à fait. Qui est avec un horrible accent, qui veut dire la grotte noire des gorges du Rio Quipar, qui est près de Murcia, en Espagne. Donc pas si loin au final de chez nous, on y trouve plusieurs objets, des pierres, des ossements, qui ont été chauffés entre 400 et 600 degrés. Et ça a été daté, donc on peut dater la période de chauffe avec une technique qu'on appelle la thermoluminescence. Donc on a pu le dater jusqu'à environ 800 000 ans. Donc au final, même en Europe, on est quand même sur des périodes de fréquentation assez vieilles de ces espaces-là. Encore une fois, c'est des dates minimales. Ça veut pas dire qu'on n'a pas pu y aller avant. D'ailleurs, ce serait totalement logique qu'il y ait eu des incursions avant sous terre, puisque aujourd'hui, il y a bien des animaux qui le font. Je veux dire, même pas forcément d'ailleurs des animaux inféodés au milieu souterrain. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. On a par exemple à Chauvet des traces de Cuon ou autres qui ont fréquenté la grotte. Donc, forcément, des humains qui sont allés sous terre, ça remonte sûrement depuis qu'il y a des humains en fait. Mais les traces qu'on en ait, en tout cas de fréquentation vraiment du milieu souterrain, c'est au moins 1 million d'années. Donc après, il y en a plein d'autres, que ce soit en Asie, etc. Donc l'idée, c'est pas de vous faire une liste exhaustive. Mais donc ça fait un bon moment qu'on fréquente les grottes. Après, l'autre question qu'on peut se poser, c'est d'accord, on sait que on est en contact du milieu souterrain depuis très longtemps, en fait depuis que l'humain existe, même avant.
puisque les grottes sont à côté de nous depuis très longtemps. On sait que depuis au moins 1 million d'années, on a l'appétence, l'envie d'aller sous terre. L'autre question, pour se demander depuis quand est-ce on fait vraiment de la spéléo, c'est quand est-ce qu'on peut y aller techniquement, parce qu'un milieu souterrain, c'est un milieu assez particulier qui est défini notamment par le fait qu'il n'y ait pas de lumière en fait. C'est hostile, quoi. Et c'est bête à dire, mais c'est un facteur limitant. Pour aller vraiment sous terre profond, il faut avoir une maîtrise d'un éclairage artificiel. Donc l'autre question, ça peut être en fait simplement depuis quand est-ce qu'on a le feu, en fait, depuis quand est-ce qu'on le maîtrise. Et ça, c'est une question difficile. Parce que ce qui est difficile par rapport à ce débat, depuis quand est-ce qu'on maîtrise le feu, c'est justement depuis quand est-ce qu'on le maîtrise, pas depuis quand est-ce qu'on l'utilise. En soi, c'est difficile quand on trouve une trace de feu, de dire s'il s'agit d'un feu qui a été entretenu ou qui a été allumé, qui est maîtrisé en fait. Et c'est toute la nuance pour les traces de feu qu'on va en avoir, sachant que on joue sur du détail, sur des fois des petits foyers qui ont été faits, qui ont duré quelques jours. Quand on retrouve ça des milliers d'années après, c'est difficile après d'argumenter, sachant que le tout a été un peu détruit ou voilà, on voit ce qu'il en reste quoi. Alors, en règle générale, il y a plusieurs feux, en tout cas plusieurs foyers, plusieurs traces de combustion qui ont été découverts à travers plein de sites dans le monde. Je peux vous citer les sites de Gadeb en Éthiopie, de Gesher Benot Yaakov, pareil, je pense que la prononciation est très mauvaise, en Israël, de la grotte de l'Escale en France aussi, qui sont tous datés entre 790 000, 700 000, mais pour tous ces feux-là, donc environ 800 000 ans, il y a des vrais débats, comme je vous le disais, entre une possibilité de foyer intentionnel ou d'incendie naturel entretenu. Pour le coup, à chaque fois, là, c'est des feux qui sont sur des entrées de grottes, on n'est jamais vraiment sur des milieux profonds, quoi. Il y a 2 sites, par contre, qui témoignent de foyers qui sont incontestables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des blocs qui sont organisés autour du feu, il y a des outils en bois et en os de cervidés qui ont été durcis à la flamme, etc. Donc on est bien sur quelque chose qui est maîtrisé. Et ça, c'est à la grotte de Ménez-Drégan, dans le Finistère, et dans le site de Zhoukoudian, en Chine. Les deux ont été datés à peu près entre 450 et 400 000 ans. Donc, ça fait au moins 400 000 ans, mais j'insiste sur le au moins 400 000 ans qu'on est capable d'aller fréquenter un milieu souterrain profond, en fait, d'aller faire de la spéléo pour de vrai, quoi. Il n'y a plus d'ailleurs le site de Ménez-Drégan, il n'existe plus. Il y a un monsieur ils l'ont... Bricolage depuis la semaine dernière. Ah ouais ? Non, c'est une blague, c'est une blague. Ah, mais oui, par rapport au... C'est une blague par rapport à la clue. Ok, yes. Mais tu vois, moi, quand il dit les 2 sites, moi, traditionnellement, en fait, c'est ce qu'on nous avait appris, c'est effectivement, c'est Ménez-Drégan, et puis derrière, t'avais Terra Amata, mais Terra Amata, c'est plus jeune, c'est 400 000. Donc, du coup, c'est pas la même, vraiment. Terra Amata, c'est dans le sud de la France, c'est ça ? C'est vers Nice. Oui, oui. Nice, ouais. Ouais, il y en a plus. En fait, il y a plusieurs sites qui se tapent un peu la course pour les 450 000. J'avais entendu dire, alors je sais plus si c'est une grosse connerie ou pas, que c'était aussi vis-à-vis de la recrudescence de foyers, c'est-à-dire que s'il y a plein de foyers, en gros à une même date, ça signifie qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont capables de faire du feu, et donc du coup que potentiellement on est plus sur une maîtrise que sur une domestication. Ouais, totalement. D'autant que du coup, plus on va remonter loin, les traces sont disparates, etc. Plus on a du mal en fait à retrouver des choses, donc forcément, on va plafonner un peu sur cet argumentaire, quoi. Bien sûr. En fait, au bout d'un moment donné, faut admettre que on pourrait défendre autant une hypothèse que l'autre, quoi. Et à ce moment-là, du coup, il y en a aucune qui est recevable. Ouais. Du coup, voilà, depuis au moins 400 000 ans, quoi. Mais il y a des sérieux doutes pour avant. En soi, sous terre, on n'a pas vraiment retrouvé de traces maîtrisées dans des espaces profonds bien avant. Okay. Donc pour le moment, enfin ça gêne pas. En tout cas, vraiment, pour ton sujet à toi, on est plutôt sur un truc du genre, effectivement, les explorations de grottes profondes remonteraient plutôt à 450 000. Et... en tout cas, à partir de là, on en est capable. Ouais. Mais j'ai peut-être après j'ai peut-être une remarque un peu bête, mais y a pas de remarque bête. Avec la nouvelle technique qu'a utilisée Slimak à Mandrin pour voir les interstices de couches avec les cendres ou la suie, c'est ça? Ah oui, ouais. Est-ce que potentiellement ça pourrait amener à trouver des traces, enfin, des marques du coup plus anciennes, ou c'est simplement les couches sont beaucoup trop grandes pour pouvoir interpréter ça facilement? Tu parles de est-ce qu'on arriverait à trouver des traces plus anciennes de feu en règle générale, ou si on arriverait à trouver des traces plus anciennes sous terre? Parce qu'en fait, de souvenir, lui, il avait dit que c'était de l'ordre de genre d'une saison d'écart entre deux occupations de passage. Donc, éventuellement, du coup, les couches, donc elles doivent être quand même assez fines pour pouvoir déterminer ça, mais ça veut dire que on pourrait potentiellement trouver des couches plus fines
ou c'est pas du tout ça, ça joue pas sur la couche fine du. Les milieux souterrains, ils sont aussi caractérisés par le fait qu'ils étaient des dépôts super particuliers que tout le monde connaît. Enfin, on les connaît tous sous une forme, qui est les stalagmites, stalactites. Mais en réalité, ça prend plein de formes. Il y a plein de noms différents. Ça, on fera un épisode spécial sur du coup les spéléothèmes, on appelle ça. Toutes ces concrétions, donc, elles se développent en petites couches qu'on appelle des lamines, qui sont déposées à intervalles réguliers, qui peuvent être saisonniers. Et donc là, c'est justement grâce à ces archives qui sont au final. Enfin, c'est de la haute résolution, quoi, vraiment, de mémoire naturelle, que toute l'équipe du coup de Ludovic Slimak, mais surtout de Ségolène Van de Velde, donc qui faisait sa thèse là-dessus, celle qui a développé un peu la méthode. Elles ont réussi à voir qu'il y avait donc une alternance de dépôts de suie et en les corrélant du coup avec ces lamines, ils arrivent à toucher de l'ordre de la saison, parce qu'en fait il y a des lamines, tu vois, qu'elles ont été formées pendant la saison chaude, d'autres pendant la saison froide, donc t'arrives à toucher à été-hiver, quoi. Voilà, donc t'arrives à avoir un truc de l'ordre de la saison, effectivement. Okay. Après, eux, ça marche super bien parce que ils sont sur un abri sous roche qui du coup est exposé à des rythmes de gel-dégel. Et oui, donc ça facilite cette. Ils vont faire péter la paroi, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va faire péter des petites écailles de paroi sur lesquelles, là, il y avait des petits écoulements d'eau qui laissaient des petits films de calcite. Et donc, au fur et à mesure, ça finit dans la fouille. Et donc, en plus, chaque petite écaille est stratigraphiquement parlant classée dans la fouille. Donc, t'arrives aussi à faire le match, à matcher avec justement la couche, en fait. Simplement, oui, où elle se retrouve, quoi. C'est que tu pars pas de rien, en fait. T'as ta couche potentiellement. Non, le matériel est classé, ouais. Ouais, il est trié et tout. Potentiellement, tu peux en trouver plusieurs couches de feu, mais dans une couche de feu qui est déjà existante. Ouais. Okay. Et potentiellement, c'est vrai que c'est une méthode qui pourrait être réutilisée. Alors là, enfin, je veux dire, ça a été le cœur du sujet de thèse du coup de la doctorante dont je vous parlais. Donc, à voir comment est-ce que c'est applicable sur d'autres sites. Il faudrait aussi que les sites aient une bonne, la bonne configuration pour pouvoir la refaire. Et ça marcherait pas en souterrain profond, par exemple. Okay. Puisque là, du coup, il y aurait pas de cycle d'alternance gel-dégel qui nous permettrait d'avoir un enlèvement continu de matière de la voûte qui emporterait avec elle tous les dépôts de suie et tout, et qui les mettrait dans une couche à côté. Pour le coup, on n'aurait pas ça, quoi. Après, l'analyse des dépôts de suie, c'est quelque chose qui est en plein boom en ce moment. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses en termes de méthodologie qui vont être trouvées et autres. Rien que sur l'étude, l'appareil des parois, des couches de suie qu'il peut y avoir sur une paroi ou autre, je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus, d'essayer de comprendre l'événement derrière le dépôt de toute une paroi noire, parce que des moments c'est un peu ça quand même, quoi. Des moments c'est pas en un seul coup, quoi. Ok, pardon, merci. Je me permets de faire un petit aparté quand même pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Ludovic Slimak, c'est bien l'archéologue qui est en charge du coup de faire des recherches sur la grotte de Mandrin, c'est ça? Et tu as parlé d'une thésarde, du coup, Ségolène Van de Velde. Van de Velde qui a mis au point du coup le principe de fine couche. Ouais. Si vous voulez vous renseigner sur la grotte de Mandrin, il y a également une chronique faite par ce cher Jules sur la grotte de Mandrin et le premier contact entre Néandertal et Homo sapiens, que vous pouvez voir. Le lien est bien évidemment en description de l'épisode. La fuliginochronologie, c'est ça. Fuliginochronologie, waouh. Ouais, voilà. En fait, la chronologie par les couches de suie. La fuliginochronologie. Et oui, c'est pas le meilleur nom pour passer dans le domaine public, quoi. Ça c'est vrai que mais elle a le mérite d'être précise. C'est ça. Fuliginochronologie. Fuliginochronologie. OK. Ouais. On te laisse reprendre du coup Jules le cours de ton intervention. Si tu le souhaites toutefois, on peut débattre sur la fuliginochronologie. La fuliginochronologie, ouais. Donc du coup, on a vu que potentiellement les humains ont toujours été en contact avec les grottes. Ça fait un bon moment, 1 million d'années qu'ils ont au moins l'impétence de vouloir y aller. Ça fait au moins 400 000 ans qu'ils peuvent aller profond, techniquement. Mais de tous les exemples qu'on a vus, par exemple Van de Velde, donc à 2 millions d'années, on va à plus de 200 mètres de profondeur, mais ça reste un conduit en tube super facile d'accès. Il n'y a jamais vraiment de difficulté. Donc, ce qui est intéressant, parce que la spéléo, la plupart des gens ont ça à l'esprit, et quand on pense à spéléo, on pense à des conduits étroits, à des difficultés de progression. C'est largement pas le cas de toutes les grottes. Il y a autant de types de grottes que de personnes qui y vont d'ailleurs. Mais effectivement, c'est vrai que les milieux souterrains peuvent être caractérisés par des difficultés de progression, que ce soit des espaces restreints, que ce soit des espaces verticaux pour lesquels il faudrait peut-être des cordes ou autres pour passer. Aujourd'hui, en tout cas, on a
tout un équipement spécifique pour la spéléo. Et donc, ce qui est intéressant, quand on se demande depuis quand est-ce qu'on fait de la spéléologie, est-ce qu'on a des traces de fréquentation de milieux souterrains avec passage d'obstacles, avec passage justement de toutes ces nœuds d'accessibilité au milieu souterrain, quoi. Alors effectivement, on en a, la plus vieille qu'on ait, mais également une des plus impressionnantes, c'est le cas de la grotte de Rising Star dont parlait Raph tout à l'heure. Donc une grotte en Afrique du Sud. Ce qui est intéressant en fait dans cette grotte, c'est qu'on y a découvert des corps d'Homo naledi, donc là pour le coup c'est pas Homo sapiens, et ces corps en fait ont été retrouvés dans une salle qui est uniquement accessible par 2 étroitures particulièrement resserrées. Pour vous dire, donc la première, les scientifiques l'ont surnommée affectueusement Superman Scroll, qui veut dire simplement la... Parfait. Pardon. Donc le passage de Superman, en fait simplement parce que la position idéale pour le passer, c'est avec une main en avant, une main en arrière. Ouais. Donc c'est pas une petite étroiture, il y a une position particulière pour la passer. La deuxième, il l'appelle le dos du dragon parce que on commence dans une grande salle d'effondrement sur laquelle il faut remonter tout un talus de blocs, un peu comme si on remontait le dos d'une créature apparemment avec des piquants partout. Et juste au-dessus, en fait, il y a un petit passage entre la voûte et ces dépôts d'écroulement qu'il faut passer comme si on passait de l'autre côté du dos du dragon. Donc ces 2 étroitures, qui sont assez marquantes, apparemment sont là depuis quand même un bon paquet de temps. Il y a eu des études géologiques là-dessus. Et donc, étaient contemporaines des dépôts, des corps, qui ont été datés à une période comprise entre 236 et 335 000 ans. Sachant que le dépôt des corps en lui-même semble indiquer un dépôt en plusieurs fois, sur un temps long. Quelques années, quelques dizaines d'années, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce que ça marque donc, c'est que ça marque une pratique régulière d'incursion souterraine avec difficulté de progression. Plusieurs fois, ils sont arrivés en traînant des corps, en passant 2 étroitures, des passages où il fallait grimper. Bon, c'est une grimpe tranquille, on grimpe sur des blocs, faut mettre les mains, et voilà quoi. Ça reste quand même une difficulté de progression. Sur donc plusieurs fois. Alors après, savoir un peu l'occurrence vraiment, la simplicité que ça peut avoir, c'est difficile. On sait juste que ça a été fait dans un temps plus ou moins long. Mais ça marque vraiment une fréquentation spéléologique engagée de manière répétée. Sachant qu'il faut se remettre en tête que tous ces passages dans le milieu souterrain sont faits donc avec des moyens d'éclairage qui sont quand même instables aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être aussi tranquille avec son éclairage que nous aujourd'hui avec nos lampes électriques qui ne craignent rien. Si par malheur on éteint sa torche, si on n'a pas prévu le coup, on est dans le noir total, c'est fini quoi. Donc pareil, une torche, ça peut aussi dégager pas mal de fumée qui peut, suivant la configuration de la grotte, amener à rendre un endroit rapidement totalement irrespirable. Donc c'est pas la même manière d'approcher l'espace et puis d'anticiper la sortie qu'on va faire. C'est pas la même spéléologie quoi. Et ça, en fait, des exemples comme ça d'engagement dans le milieu souterrain, on en a pas mal. À Ligue des Rameaux, on a par exemple des carcasses animales qui ont été récupérées en descendant un puits. Donc, ce qui nécessite une escalade ou un cordage. On sait qu'on maîtrise ça depuis quand même plusieurs dizaines de milliers d'années. Ou simplement des matières putrescibles qui auraient pu disparaître aujourd'hui. Par exemple, typiquement un tronc d'arbre élagué qu'on balance dans un trou, ça permet simplement de descendre. Mais en tout cas, il y a des méthodes qui ont été utilisées pour descendre des puits, pour aller récupérer des animaux qui seraient tombés dans ce milieu souterrain. On a aussi des peintures qui ont été faites dans des zones qui nécessitent une escalade, ou en tout cas un équilibre précaire. Dans plusieurs grottes, on a la grotte Margot, la grotte de Bernifal, la grotte de Kosker, la grotte Nerja. Donc on a plein de traces comme ça, y compris de fréquentation jusqu'à très loin dans le milieu souterrain, parfois à plusieurs kilomètres. Et là encore, si sur le fait que aller à plusieurs kilomètres sous terre à une époque où le principal éclairage c'est soit des lampes à graisse, soit des torches, c'est pas le même engagement qu'on aurait aujourd'hui à le faire quoi. Ouais, il y a une vraie volonté d'y aller malgré les dangers, et, comme je disais tout à l'heure, mais malgré le côté hostile de ce milieu. C'est ça. Il y a une vraie il y a un engagement. En fait, comme on pourrait en parler pour un engagement en alpinisme, ouais. C'est exactement le même principe. Et sur ce, donc des traces comme ça, on va en avoir de plus en plus. Sachant que la fréquentation des grottes, elle va évoluer dans le temps. Au moment du Paléolithique, on a pas mal de traces de fréquentation, notamment au Paléolithique supérieur. On a beaucoup de traces de fréquentation de l'espace souterrain. Alors celle qui vient le plus à l'esprit, c'est l'art pariétal, mais on en a aussi d'autres. On a des traces de progression, ça peut être des traces d'empreintes, des circulations en fait tout simplement, où on va suivre les personnes
À Chauvet, par exemple, il y a des empreintes de pas dans l'argile. C'est pareil à la grotte d'Alden. On va voir tout un cheminement, pour le coup plutôt mésolithique. Mais on a des traces de pas, pareil à la grotte de la Garma en Espagne. On a des traces de pas de personnes, enfants, adultes. Un cas particulièrement touchant, je trouve, par rapport justement à ces traces de progression en milieu souterrain, c'est la grotte de Basura en Italie, où on a en fait, contre une partie de la paroi, on a un petit passage un peu plus étroit que le reste, qui est pas forcément le passage par lequel nous on passe aujourd'hui. On passe plutôt sur le côté de la galerie qui est un peu en pente, une pente argileuse, mais sur laquelle on passe plus facilement aujourd'hui. Le fait est que au Paléolithique, des personnes sont venues et ont suivi au contraire la paroi, peut-être simplement parce que quand on a un éclairage, une torche, on a plus facilement tendance dans des grands espaces souterrains à essayer de suivre toujours une zone repère qui est la paroi et à jamais trop en dévier, notamment quand on n'arrive pas à voir tout l'espace autour de nous. Et donc ils ont suivi cette paroi, se sont confrontés à cette étroiture le long de la paroi et ont rampé. Alors apparemment des traces qui ont été trouvées, ce serait un petit noyau familial qui donc a rampé dans l'argile de cette étroiture, et aujourd'hui on voit toutes les traces, les coups de coude, les raclements de pieds, etc. pour essayer de passer. Donc on voit toutes ces traces de passage dans une étroiture, dans cette petite grotte en Italie. Les traces sont assez touchantes en elles-mêmes, elles ont été totalement scellées et recouvertes donc de calcite, donc ce matériel qui forme les concrétions. Mais si vous tapez grotte de Basura, vous verrez les empreintes de doigts, les raclements, le passage en fait vraiment dans ces petites étroitures. Donc voilà, ça fait un moment qu'on fréquente l'espace souterrain, particulièrement donc dans ces périodes de la préhistoire. Après le Paléolithique, il va y avoir une zone de creux en quelque sorte, puisque on a assez peu de traces de fréquentation de l'espace souterrain au Mésolithique, donc après l'âge glaciaire et au Néolithique. Je parle de fréquentation d'espace souterrain profond. Au Néolithique, au contraire, on va davantage s'approprier les porches, les abris sous roche, notamment pour des pratiques sédentaires du style les grottes bergeries, etc. Donc on va utiliser ces porches comme bergerie naturelle, qu'on va parfois compléter par quelques murets, ou pour des raisons sépulcrales, on va utiliser les entrées de grottes comme sépulture, comme hypogée. Et puis enfin, dès l'Antiquité, les grottes sont réutilisées pour plein de caractéristiques diverses, défensives, de protection, d'exploitation de leurs ressources, l'argile, l'eau, les minéraux et autres. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on va beaucoup investir les milieux souterrains, on va beaucoup les aménager au cours du temps. Et cette question des aménagements des espaces souterrains, je vous propose d'en parler dans un prochain épisode de Mystère des Profondeurs. Merci beaucoup. On a loupé 2 mots clés, je crois. Gigoté et endocastre. J'ai pas dit gigoté pour la grotte de Basura, merde. C'est peut-être, mais en fait, comme c'est un mot qui passe, dire gigoté à ce moment-là. Qu'on n'a pas fait gaffe. Non, mais c'est sûrement moi qui ai pas fait gaffe. Et endokarst, en fait, c'est... J'ai sûrement oublié, j'admets. Et endokarst, c'est simplement le mot qu'on utilise pour caractériser cet espace profond. Donc le karst, c'est tout ce système où de l'eau rentre dans une roche, la dissout et va ressortir sous forme de grotte. Donc c'est tout un système. Et il y a plein de zones, donc les zones profondes, les zones extérieures où l'eau vient s'infiltrer, etc., etc. Et donc on va appeler par exemple l'extérieur l'exokarst et l'intérieur l'endokarst. Bien sûr. Et donc si vous voulez vous la péter en société, pareil, vous pouvez parler au lieu de grotte, vous pouvez dire je suis allé le week-end dernier visiter un espace endokarstique pas piqué des hannetons. Il y avait pas un nom est-ce qu'en France on n'avait pas essayé d'amener un nom pour ce genre d'espace, parce que je sais que de souvenir karst c'est slovaque, non? Ouais, c'est slovène, ouais. Et on avait effectivement un autre mot nous mais qui a pas pris, mais je sais plus. Oui, je sais plus ce que c'est. C'est les Causses, ouais. Ah voilà, Causses. En France, ouais. En fait, il y a un moment donné où il y a eu un débat de en gros, on cherchait le milieu typique, l'endroit où c'est évident c'est un cas d'école quoi. Et du coup, chacun essayait un peu d'avancer. Il y en a plusieurs qui ont essayé d'avancer un peu leur pion en disant chez nous, c'est incroyable. La Slovénie est particulièrement incroyable pour ce qui est du karst, parce qu'elle a des conditions incroyables, ce qui font qu'il y a des grottes qui n'ont pas de sens. C'est des galeries de 100 mètres de haut, des fois. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, tout le modelé karstique est très très développé. Et particulièrement dans une région qui s'appelle la région du Kras, donc la région karst en fait, simplement. Donc c'est le nom de la région. Ce qui a donné, au final, ça s'est implanté. Nous en France, au départ, on a voulu faire les chauvins, donc on n'a pas voulu rejoindre le mouvement international qui réutilisait karst. Et on s'est dit oui, mais nous les Causses,
bah pareil, c'est particulièrement incroyable, c'est particulièrement typique. Donc je vois pourquoi on dirait les karsts, alors que nous on a ça chez nous et ça s'appelle l'Ecos, quoi. Donc au départ, il y a eu un mouvement qui militait pour les espaces caustiques. Espace caustique. Mais ça n'a pas, n'a ça n'est pas resté dans l'histoire. C'était trop second degré. Tout le monde a pris ça pour une vanne alors que le mec était super sérieux. Du coup, c'est rentré c'est rentré dans le dictionnaire français, être caustique. Ah, c'est ça. C'est ça. Il est fort. Bah, merci beaucoup, Jules, pour ton intervention merci qui à a vous. improvisé donc merci à toi. On t'applaudit, on peut pas le faire parce que ça passe jamais dans le Discord, mais on le fait avec avec joie et avec bonheur. Donc ouais, ce serait très drôle qu'à chaque pour Jules. Wouh, pip, pip, pip. Ce serait trop drôle qu'à chaque intervention de tout et de rien, tu rajoutes le même enregistrement mal fait d'applaudissements de sitcom américaine pourrie. Applause. Ce serait très très drôle. Et bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que j'ai un petit jeu dans ma besace que j'ai fait un peu à l'arrache tout à l'heure aussi. Est-ce que ça vous tente? Ah bah toujours. Et puis, si Raph a eu le temps de réfléchir, après on verra s'il y a un petit sujet ou non, on verra. On verra bien. Je vois sa tête. Faut que je me remette à faire des chroniques. Mais oui, parce qu'elles sont intéressantes en plus. Bah grave. Alors, tac, on va virer ça, et on va ouvrir un petit fichier Word, voilà, sur lequel il y a, un jeu qui a été créé tout à l'heure. C'est un info ou intox. Ah là, on revient au bon vieux classique de la saison 3. T'avais déjà fait le info ou intox, Jules, il me semble. Je crois que j'en avais fait un, ouais. Après, j'en ai écouté aussi. T'en as écouté aussi pas mal. Et bah là, tu vas pouvoir participer. Je crois que t'avais fait celui sur les sujets de thèse quand même, il me semble que t'étais là. Mais oui, putain, ça c'était drôle ça. Alors là, bien évidemment, comme d'habitude, il va y avoir un thème caché dans les questions. Donc, il faudra découvrir quel est ce thème qui est caché parmi les 10 questions que je vais vous poser. Donc, soit ce sera vrai, soit ce sera faux, soit ce sera une info, soit ce sera une intox. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Allez, c'est parti. Question numéro 1. La mandarine a plus de pépins que la clémentine. Oh. Ah. Bon, alors là, franchement, moi qui ne suis pas consommateur d'orange, de mandarine et de clémentine, c'est vrai, ça va être compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jules? J'essaie de visualiser. Les deux se ressemblent beaucoup. Hein. Bah ouais. C'est ça le problème. T'es entre l'orange et la clémentine, t'as dit? Non, la mandarine et la clémentine. Pire que ça. Est-ce qu'elles ont des pépins déjà? Je me rappelle plus. Si, de ouf. Si vous avez la réponse, les auditeurs, mettez-le dans les commentaires. Si, elles font chier tout le temps. Elles font chier. T'es un consommateur de mandarine ou de clémentine, Jules? Oui, mais malgré moi, parce que je les digère pas. Mais j'aime bien ça. Ah, c'est dommage. Donc c'est toujours le plaisir coupable à un moment donné à Noël en disant mais c'est pas grave de toute façon. Et du coup, c'est plutôt des clémentines que tu prends ou des mandarines? Eh ben, je sais même pas trop, tu vois. Et oui, c'est un peu que je suis nul. C'est un peu le problème de beaucoup de monde, c'est qu'en fait, je crois qu'en réalité, on consomme quand même plus de clémentines que de mandarines. Hein. Ce qu'on achète à Noël, pour moi, c'est des clémentines. Ça me rappelle cette histoire de pomelo et de pamplemousse. Attention. Alors, c'est quoi la vraie différence entre les deux? Parce que je me rends compte qu'en fait, justement, je vais vous l'expliquer. Clair sur mes appuis là-dessus. Il y a une différence la mandarine de quartier, est légèrement plus grosse que la clémentine et contient beaucoup plus de pépins. Quant à la clémentine, elle est moins parfumée, mais elle est plus facile à éplucher. C'est en réalité une race, j'allais dire bâtarde, c'est le mot qui me vient, issue de la mandarine, et elle la remplace de plus en plus sur les marchés, parce que justement plus facile. Voilà. Ok. Il y en a pas une qui avait été fondée en Corse d'ailleurs? De clémentine? Ou un truc dans le genre? Fondée en Corse? Bah la clémentine corse, j'imagine? Je sais plus, je crois que j'avais un souvenir comme ça, que ça venait en fait de par là-bas à la base. Clémentine corse, une dénomination d'une clémentine issue de monoculture de clémentiers exclusivement mis en œuvre en Corse. Cette production agricole représente 98% de la production française. Ah oui, ok. Donc il n'y a pas d'autre endroit où on fait pousser de la clémentine presque. Voilà. Deuxième question. Le citron est acide pour le corps, vrai ou faux? Le citron, il est acide pour le corps. C'est-à-dire que quand tu croques un citron, c'est acide. Ouais, c'est pour le corps en fait qui est je pense c'est là la traîtrise dans la question. Ouais, est-ce dans le corps ou pas? Moi, je pense que c'est acide pour peut-être nos capteurs, les papilles. Mais une fois que c'est ouais. Est-ce qu'il y a une question la voix de psy est-ce qu'il y a une question Dis-moi. Est-ce qu'il y a une question de teneur en sucre? Tu vois, les trucs avec les boissons, si on trouve en fait que c'est très acide, c'est parce que non, je sais pas, c'est très Ouais, t'en penses quoi toi, Jules? Ouais. Est-ce que vous mangez des citrons déjà ou pas? Raph, tu as fait un peu citron ou pas? Rarement. Ouais. Même pas en jus?
Mais j'aurais tendance à dire que non, il est pas acide, mais bon. Pour dire la question. Hein? C'est même pas en jus le citron? Bah non, Bof. pas vraiment. Ok. Enfin, tu sais, je bois des tourtelles des fois, mais. Ah oui, mais plutôt l'arôme du citron, quoi, plus que le citron. Ouais, lui-même. ouais, voilà. Du coup, Parce que je le dis- citron en lui-même, en vrai, tu le prends, tu le presses, tu le bois direct, ouais, bah tu grimaces, quoi. tu grimaces, mais c'est vachement bon en vrai. Moi, et c'est j'adore. super bon. C'est super bon. Même croquer dedans, c'est ouf. Enfin bref. Du coup, pour toi, Jules, c'est. Ah, ça acide fait pour le bizarre corps ou aux pas? dents, ça. Ça te de le croquer? Ah ouais, Ah bah, ça fait un petit truc. Je pense que ça déclenche de l'adrénaline en vrai, un peu, ou un truc comme ça, je pense. peut-être, ouais, mais je sais pas, les dents, moi, ça me fait un truc bizarre. Comme avec une glace? Non, parce que j'ai l'impression d'avoir les dents pâteuses. Ah. Ce qui est très bizarre comme description. J'ai l'impression que, j'avoue, ouais, c'est pas la même texture après. J'avoue. Vous voulez la réponse? Allez. Dis-nous. Ouais. Alors, d'après un spécialiste, notre estomac est un milieu extrêmement acide et aucun aliment n'est aussi acide que lui. Si le citron a un goût acide, son pH de 2,5 n'est pas plus acide que celui du vinaigre qui lui est à 2,7 et pas très éloigné de celui du jus d'orange qui lui est à 3,5. Sans compter que cette notion d'acidité, reliée à la théorie acide de base, en fait un aliment alcalinisant qui participe donc paradoxalement à diminuer l'acide dans le corps. Sur le pH, on est à combien? 13 ou 14 l'échelle? J'ai un De flash. 0 à 14, tout à fait. Ok. Tu es très fort, Raph. Alors, question suivante. Le genre citrus vient d'Amérique. Vrai ou faux? Moi, je dirais faux. Ok, on a un faux pour Jules. Je dirais Ça me rappelle. faux aussi, parce que ça m'a l'air presque d'avoir. Alors, je sais pas si on fait un raccourci en disant Ouais. qu'il y a potentiellement une racine latine derrière. Après, citrus, c'est le nom latin du genre. Hein. Ouais. Donc, Ouais. de toute façon, on met toujours Ouais. un nom latin. C'est vrai. Alors, si ça vient pas d'Amérique, ça vient d'où pour vous? Oh, il y a de grandes chances que ça vienne d'Asie, du coup. Ouais. Et toi, Jules? Jules, on a Ah, pas ça Jules. me perturbe. Ça te perturbe? Ouais. Parce que moi, je l'associe directement à la Méditerranée, mais Eh oui. sur quelle période de temps est-ce que ça a pu être réintroduit? Enfin, Comme tu le dis toi-même, on souffre d'amnésie écologique, donc on ne sait pas vraiment Bah, quelles sont c'est les vraies exactement espèces ça. endémiques de notre continent. c'est exactement ça. Allez, je vous donne la réponse. Le genre citrus s'est développé à partir d'une zone incluant le Yunnan, la Birmanie et le nord-est de l'Inde. Un fossile trouvé au Yunnan et datant du Miocène supérieur présente des traits caractéristiques des principaux groupes actuels du citrus, ce qui établit la présence d'un ancêtre commun au Yunnan il y a environ 8 millions d'années. Le genre Bah ouais, s'est ensuite putain, Miocène. répandu et diversifié en Asie assez rapidement, il y a environ 2 millions, peut-être à la faveur d'un affaiblissement des moussons et d'un assèchement du climat régional. Donc le genre citrus vient d'Asie. Vous êtes très forts. Félicitations tous les deux. Ah bah, c'est Raph qui a dit Asie. Hein. Bah, tu le rejoignais un peu, non, dans l'idée, non? Non, je sais plus. Non, moi, j'ai juste dit, moi je crois que ça vient de Méditerranée, En tout mais cas, je pense que c'est plus vieux que ça. On était sûr que ça venait pas d'Amérique. Oui, bah oui, ça Tu va. sais pourquoi? Parce que je pense que 50% de ma réponse était dirigée sur le fait que si véritablement il y avait des citrons en Amérique, Nico nous en aurait parlé dans une des chroniques. Probablement, c'est vrai. mais c'est exactement. Nico, qu'on salue au ça. passage. Le meilleur indicateur, quoi. Alors, quatrième question que je vais changer un petit peu par rapport à ce que j'ai noté. Alexandre le Grand, à la suite de la conquête de la vallée de l'Indus, a ramené le premier agrume en Europe. Donc Alexandre le Grand, c'est 336-323. Ouais. La conquête de la vallée de l'Indus, c'est entre 326 et 325. 326-325. Ah fuck. Moins 300. Ouais. Pour un historien, ce serait un blasphème de pas connaître cette date. Oh, tu sais, les dates, ça s'oublie. Hein. Oui, Oui. mais certainement non. T'as une idée, Mais- toi, Jules? Techniquement, en fait, si on prend ce que tu viens de dire avant, Ouais. potentiellement, c'est possible qu'il en ait ramené parce que effectivement, il y a des agrumes donc de style citron en Inde. Il y a plusieurs millions d'années. Donc c'est possible. Après, Après, la question, c'est est-ce qu'il y en a pas eu avant, quoi. bah, il y en a eu certainement avant, du coup, puisqu'il nous l'a affirmé qu'il y avait des résidus de cette branche de citrus jusqu'à il y a 7 à 8 millions d'années. Oui, mais En- je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu avant des échanges? Est-ce qu'il y en a eu avant des échanges? Ouais, ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est lui le premier à en ramener? Non, parce qu'attends, comment est tournée déjà ta question, Marc? En gros, est-ce que c'est Alexandre le Grand qui a ramené les agrumes, les premiers agrumes en Europe occidentale Ah, les à la premiers. suite de la Ouais, ok. conquête de l'Indus? Ouais, mais donc, du coup, c'est bien les premiers, ouais. Ok. Mais en tout Moi, je trouve cas, ça vieux, en fait. c'est Enfin, non, je trouve ça récent. c'est possible. Il faudrait savoir s'il n'y aurait pas eu un autre moment où il y aurait eu des bons trocs et tout, parce que la route de la soie, c'est après. En vrai, je pense que c'est possible, parce que du coup, il y aura vraiment un... Si c'est pas ça, c'est peut-être les Phéniciens avant, mais
Bon, moi j'aurais tendance à dire oui. Je vais être aventureux. Ok, toi Jules, tu dis quoi? Moi, je dirais non. Toi, tu dirais non. Eh bien, en réalité, c'est probablement oui. En fait, on ne sait pas vraiment, mais il y a une légende plus ou moins qui circule sur le fait que ce soit Alexandre le Grand qui ait rapporté en fait des agrumes en Europe occidentale, agrumes dont étaient très friands par la suite les Grecs et les Romains. Mais c'est vrai qu'avant ça, pas vraiment de traces d'agrumes. Donc, on suppose que c'est à ce moment-là, du coup, que l'agrume entre finalement dans la vie des Européens. Ok, donc c'était une question fourbe, donc. Un eukordien même. Une question fourbe. Il faut des petites questions fourbes. Comme par exemple la question suivante. Le citron vert n'est pas un citron. Vu comme t'as posé la question, t'as envie qu'on croie que non. Si tu fais de la psychologie inversée, là. Ou alors, tu t'es dit qu'on allait penser que c'était de la psychologie inversée, et du coup, t'as donné la bonne réponse. Et oui. Là, de toute façon, c'est soit oui, soit non. Hein. Est-ce que il y a une question du fait de... J'y connais rien, je pose la question. Vas-y. Citron vert et citron de base, c'est différent ou c'est une question de cueillette avant la... Bah, c'est toute la question. Est-ce que... Avant de savoir s'il est Ça mûr doit être ou le pas. genre. Parce que s'il est pas mûr, c'est peut-être pas un citron comme on a aujourd'hui, enfin comme on connaît aujourd'hui, et donc il sera à un autre stade du fruit. Comme pour les olives, par exemple. Comme pour les olives. Est-ce que vous savez comment on dit citron en anglais? Oui, lemon. Ouais. Et est-ce que vous savez comment on dit citron vert en anglais? Non. Parce que je me suis posé cette question, je vous raconte ma vie. J'étais en vacances il y a pas longtemps et en parcourant un rayon de supermarché, je suis tombé devant de la marmelade, citron vert. Je me suis dit, waouh, trop cool, j'ai envie de manger de la marmelade. Je l'ai ramené chez moi, j'ai commencé à me faire des tartines, etc. Et en fait, dessus, c'était écrit en anglais, c'était marqué lime and lemon. Ah, lime. Et du coup, je me suis dit, mais c'est chelou, pourquoi est-ce que on dit lime pour le citron vert alors qu'on devrait dire green lemon? Et je me suis dit, ah là là, ces anglais, qu'est-ce qu'ils sont cons. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à vérifier et je me suis rendu compte qu'en français, on disait pas citron vert non plus, on disait lime. Parce qu'en fait, le citron vert, ça s'appelle la lime. C'est parce que c'est pas un citron. Eh oui, désolé. En fait... En français, on dit la lime? En vrai, normalement, on devrait dire la lime. Vous pouvez aller sur la page Wikipédia du citron vert si vous voulez. C'est pas marqué citron vert, c'est marqué lime. En fait, c'est une espèce du genre citrus, hein, comme toujours. Donc Citrus latifolia ou alors Citrus aurantifolia qui sont originaires d'Asie du Sud-Est, bien sûr, hein, qui produisent tous les deux les fameux entre guillemets citrons verts qui sont en fait des limes. Le citron tout court, lui, est un citron tout court. Hein, voilà. Je ne sais plus son nom latin. Je vais vous le retrouver dans pas longtemps. Et donc la limonade serait donc Bah non, limonade c'est lemon. Du coup, donc c'est ok. Du coup, le citron c'est citrus lemon. En fait, les Anglais sont très très forts. Hein. Et d'ailleurs, ça se voit, ça a pas la même tronche réellement. Il y en a un, il est jaune et l'autre il est vert. Je suis désolé. Mais voilà. Yes. Donc, du coup, en fait, c'est un peu avec cette anecdote-là que je me suis dit que j'allais faire un petit quiz là-dessus. Est-ce que vous avez le thème du quiz maintenant? Oui, les agrumes. Les agrumes, exactement, tout à fait. Mais justement, je croyais que tu allais en mettre une avec le pamplemousse. C'est pas fini. C'est pas fini. Là, on est à la moitié. On est à la moitié. D'accord, je croyais que c'était la fin. Non, franchement, ce truc des limes, moi, ça m'a trouvé le cul, si je peux dire. Pardonnez-moi l'expression, parce que ça, voilà, c'est pas que ça change ma vie, mais presque. D'ailleurs, l'arbre qui produit la lime n'est pas un citronnier, mais un limetier. Voilà. Bon. Eh bien, nous apprenons des choses. Je sais que c'est le genre de truc qui intéresse que moi. Mais non, en vrai, non. Non, c'est vrai. Tiens, un peu d'étymologie. Agrume, ça vient du vieux saxon akrumen, qui signifie homme fort. Vrai ou faux? Akrumen. J'ai pris un accent. Ouais, Non, ça veut pas dire ça. Je pense pas. Je pense pas que ça veut dire homme fort. Parce que du coup, l'anglo-saxon. Ouais. T'en penses quoi, Jules, toi? Akrumen. Je vois pas du tout le côté étymologique. Donc en fait, c'est vraiment qui tout double, quoi. Ah bah, c'est souvent qui tout double. Je suis désolé. Je l'ai fait à l'arrache avant que Raph arrive tout à l'heure. Donc il y a des moments où vraiment je me suis dit, allez, on va faire ça. Akrumen. Ouais, bah, je vais dire oui. Hein. En vrai, de toute façon, il n'y a pas... Non, c'est faux, bien sûr. En fait, akrumen, c'est un mot latin, du latin médiéval d'ailleurs, et qui veut dire saveur âcre. Voilà. Putain, ça aurait été tellement drôle que ce soit oui. Ah bah, j'aurais aimé que ce soit oui, mais malheureusement, c'est faux. Ça aurait été très très classe. 7e question. La bergamote n'est pas un agrume. La bergamote? Mais c'est pas un agrume, la bergamote. La bergamote, c'est pas une épice? Je ne sais pas. Ou un condiment? C'est pas une agrume, je pense pas. Il y a des tisanes, des infusions à la bergamote, mais j'ai dû en boire une fois dans ma vie. C'est peut-être pas une épice. Moi, c'est pas un agrume. Hein. Ok, je vous laisse taper bergamote sur Google.
Putain. Insupportable. C'est Insupportable. un gros citron vert avec des bouboules. Aïe, Soit dit aïe, en aïe. passant, je me suis rendu compte que quand j'ai parlé d'Alexandre tout à l'heure, j'ai pas du tout précisé quel était l'agrume qu'il avait fait rentrer. C'est le cédratier, qui serait le premier agrume à avoir été importé en Europe. Voilà, le cédratier, c'est un gros citron jaune aussi. Et bergamote, On dirait c'est vraiment une. Bergamote, c'est le nom d'un gars dans les îles, non? Ou, bah, Bah, c'est- machin de bergamote ou Bah, en tout cas, on dirait une couille de Hulk, quoi. C'est- pour son nom. Sachez que le bergamote, c'est Citrus bergamia, du coup. Il me semble que c'était un truc de découverte, pas découverte de l'île, mais un gars qui a donné son nom Ah, à ça, la. c'est possible. Hein. à Mais la- c'est vrai que les Je savais bergamotes pas du sont tout ce que pas c'était mal que la utilisés bergamote, quoi. pour nous comme on n'en mange pas comme ça, quoi. C'est... Mm. Alors, question suivante, on va rester un peu sur la bergamote. C'est vraiment une forme de cerveau, quoi. J'ai changé le monde de Jules aujourd'hui. Le citron bergamote n'est ni un citron, ni une bergamote. Bah, le citron, c'est un agrume. Mais tu m'as dit que Le citron, je considère que c'est Citrus lemon. Oui, c'est le citron. C'est Ouais. Citrus lemon, c'est le nom C'est pour citron. c'est le citron. Ok, ouais. Donc ça, c'est ça, c'est un agrume. C'est ça. On vient de dire que la bergamote, c'est un agrume. C'était Citrus bergamia. Et là, je vous dis, le citron bergamote n'est ni un citron, ni une bergamote. Ben, c'est pas un citron et c'est pas une bergamote, Ah. mais c'est une espèce en soi. Donc c'est une hybridation, c'est une nouvelle espèce d'agrume. Pour moi, je dirais ça. Eh ben, bien joué. Citrus Wow. limetta, aussi appelé citron bergamote, est le fruit de la limette, ou citron doux à la pulpe moins acide que celle de l'orange. Il est aussi appelé le limetier doux, la limonette, la limette douce de Tunisie, la limette de Marrakech, etc. Il est parfois commercialisé sous le nom de citron bergamote en raison de son parfum, de son écorce, qui rappelle celui de la bergamote véritable. Mm. Ah, je vous passe les détails, il y a des tas et des tas et des tas de Donc c'est- ouais. différents types de bergamote et de citron. Donc voilà, c'est encore une fois vous pouvez taper citron bergamote si vous voulez. Hein. Alors, 9e question. Bergamote. On ne peut pas composter les agrumes. On peut pas composter les agrumes. Enfin, alors attention. Alors, Je mais sais comment pas. ça, composter les agrumes? Euh, Non, oui, ok, oui, c'est bon. il me semble, ouais, je l'ai dit par intuition, Ouais. mais, il me semble que il est demandé quand on fait un compost de ne pas mettre certaines choses. Et il me semble que ça inclut les agrumes, tout comme ça inclut l'ail, un truc comme ça, je crois. Donc j'aurais tendance à dire que non, parce que potentiellement il doit avoir genre un truc avec l'acidité qui fait que le compost peut pas se faire. Je sais pas. Mais j'aurais tendance à dire non, on peut pas composter l'agrume. Et je crois que c'est juste que du coup, ton compost, il est pas ouf après derrière. Genre, il est pourri. Genre, de toute façon, ça va quand même se décomposer, mais du coup, c'est pourri pour la terre que t'en retires, quoi. Parce que le compost, quand il va se dégrader, etc., il est travaillé par des insectes et notamment aussi par des vers. Et je pense que les agrumes, ils doivent pas en raffoler des masses, donc Ouais. peut-être que ça les répulse et du coup, le compost peut pas se créer comme il se créerait avec uniquement des choses qui sont compostables. Mais bon, après, ça reste important de le composter quand même, quoi. Si on veut pas d'amende. Mais on veut pas d'amende, on veut des composts. Bah ouais. Eh ben écoutez, sachez que apparemment c'est aussi une idée reçue. On peut Ah bah, composter allez. les pots des agrumes. Ce qui pose le plus de problème, c'est les pesticides en fait qui sont dessus. Donc du coup, en fait, c'est pas vraiment la peau de l'agrume à proprement parler, c'est plutôt ce que les humains foutent dessus D'accord. qui pose problème. C'est vrai que les pesticides, j'y avais pas pensé. Voilà. Et enfin, la dernière question, la plus importante des questions. Le pamplemousse est en fait une espèce de grosse poire de couleur jaune-verte de la famille des agrumes. Bon bah je joue pas à ça, je te laisse jouer tout seul. Pourquoi? Je t'expliquerai. Je t'expliquerai Il après. l'expliquera après, il racontera une Je histoire. après. t'expliquerai après. Le pamplemousse est en fait une sorte de gros, enfin en termes de forme, hein, est en fait une forme de grosse poire de couleur jaune-verte de la famille des agrumes. Pas du tout une forme de poire. Du coup, c'est faux ou c'est vrai? Putain, ça marche tellement sur moi, la psychologie inversée, quoi. J'adore ce quiz. Non, mais c'est... En fait, tu pourrais me dire... Mais t'es sûr de ça? Non, je crois pas. Du coup, tu penses ça? Non plus. Un genre de poire. C'est quand même vachement plus un agrume, quand même. Alors, j'ai dit ça ressemble à une forme Une de forme, poire, mais ça ouais, fait c'est pas une partie poire. des agrumes. Attention. Ça a pas une forme de poire. Et bah, parce tu que veux la t'as réponse ou pas? Totalement rond. T'as un putain de plot twist, Jules, qui t'attend. Eh ben, j'y vais tout droit, mais ouais, bah c'est une forme de... Vraiment, c'est pas du tout une forme de poire, quoi. Ok, alors attends, on va faire ça comment? Tape pamplemoussier. Non, mais après, si c'est une excroissance quand ça pendouille de l'arbre,
Ouais. Tu as des images ou pas? Non? Ouais. Eh ben d'accord, ça ressemble à une espèce de poire verte et jaune. Bah genre vraiment pas. Non? T'as pas cette idée-là, toi? Mais image. Va dans images. Non, mais c'est. Ah bah oui, non mais bien sûr, je suis dans l'image. Mais... T'as tapé Ah ok, pamplemoussier. attends, non mais attends. Sur toutes les photos où c'est quand même juste des boules de Noël, il y en a genre une sur le côté Ouais. de Wikipédia de Citrus Maxima. Et où, voilà, et ouais, justement, on y ça vient. fait un peu mais vaguement poire. En réalité, le vrai pamplemousse, c'est Citrus Maxima. Et les pamplemousses qu'on te vend dans le commerce, ce sont pas des pamplemousses. Ce sont des pommelots. Putain. Ils s'appellent Citrus Paradisi. Et c'est en réalité un hybride d'orange et de pamplemousse qui a été créé en Amérique et qui est donc le seul agrume originaire d'Amérique. Un requin. Et d'ailleurs, soit dit en passant, on est les seuls en France à appeler ça des pamplemousses. Hein. Tout le monde appelle ça des pommelots ailleurs. Parce que, dis-toi que pour l'histoire, en fait, ça remonte à peut-être, à l'année dernière. Plusieurs mois, ouais, je pense. Notre cher ami Ben revenait souvent au travail avec ce qu'on pensait être un pamplemousse. Tout à fait. Et d'autres personnes commençaient à ramener, et jusqu'à ce que Marc ait fait ses propres recherches. Bien sûr. Et pendant peut-être, j'exagère un peu, mais c'est pour la vanne, pendant 2 semaines, systématiquement, tous les midis, t'avais quelqu'un qui du coup parlait du pamplemousse en disant hey, tu sais que ce que tu manges là, c'est absolument pas un pamplemousse, c'est un pomelo. Et donc du coup, imagine le comique de répétition pendant 2 semaines. Et après, tu commences à comprendre la différence entre effectivement à quoi ressemble un pomelo et un pamplemousse. D'ailleurs, si tu tapes pomelo sur internet, moi l'image que j'ai sur le côté, c'est des pamplemousses et des pomelos côte à côte et tu vois la différence. Donc on nous ment, Jules. Le citron vert n'est pas un citron et le pamplemousse n'est pas un pamplemousse. Putain, mais j'ai un pamplemousse dans ma cuisine, là, du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule, tu vois, il me juge, là, ça se voit. Il est infiltré, Jules. Travers, c'est évident. Il est infiltré. Saleté de pomelo, je connais ton vrai nom. 11e question. Y a-t-il véritablement des agrumes dans le Schweppes agrumes? C'est fini, il n'y a plus de questions. Ça, ouais. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai rétabli la vérité. À la base, j'avais que 2 questions, c'était celle du citron et celle du pamplemousse. J'ai dû chercher le reste. T'es en train de ranger ton gun, genre. Mission accomplie. Merci. Tu sais, le petit chapeau qui baisse sur le nez comme ça en mode. Allez. Oui. Le monde est un monde plus sûr maintenant. Maintenant, tout va bien. Prochain quiz. Est-ce que c'est véritablement un légume ou un fruit? Bah, j'ai hésité de faire un truc sur les légumes et les fruits à la base, mais j'ai préféré faire sur les c'est très bien, on a appris plein de choses. Mais oui, on a appris plein de choses. On s'amuse en apprenant. On apprend en s'amusant, peut-être plutôt dans ce sens-là. Et du coup, à propos d'amusement, est-ce que tu as trouvé un sujet, Raph, ou est-ce qu'on termine l'enregistrement sur ça? Absolument pas, j'étais tellement fixé sur les agrumes en me disant ok, est-ce que putain, non, j'ai pas de choses pour égayer un peu plus cette belle soirée entre nous. C'est ouais. J'avoue que les agrumes m'ont mis un coup, je sais pas toi Jules, mais j'ai l'impression on nous ment. Ah moi je suis trahi, hein. Depuis là je vais rêver de pamplemousse avec un couteau de cuisine, tu sais. Il va venir te découper et te dire tu n'es pas un vrai humain. Toi aussi tu m'as menti sur ta nature. Tu es un reptilien, mais comment c'est possible? Non, tu es un homme crabe. Saloperie de pomelo. Même eux. Rien n'est vrai. C'est toute la matrice est universelle, Jules. Le mec il se transforme en putain, c'est Sylvester dans les Guignols quoi, mais tu sais, qui devient fou. Oh putain, Pomelo, t'as tout pété. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut terminer sur votre apprentissage des agrumes. Ça me semble être une très bonne chose. J'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous avez aussi appris des choses aujourd'hui, que ce soit sur les grottes ou sur ces délicieux fruits que sont les agrumes, sauf le pomelo, pardon, parce que c'est dégueulasse. Je déteste les pomelos. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait ces recherches sur le pomelo, en fait. Oui, t'es pas neutre. Pour achever une partie de ton histoire avec avec l'agrume. Histoire de bien définir les limites. Enfin bref, merci à toi Raph d'être passé un plaisir. cette belle soirée et puis merci à toi Jules pour ton intervention sur les grottes une fois de plus. On sait que t'es très occupé en ce moment. On espère que tout baigne de ton côté et puis on vous dit à la semaine prochaine, chères auditrices et chers auditeurs, chers tous. On ne sait pas qui ce sera. Peut-être Nico, il nous a promis une grosse chronique de environ 77 pages sur la sauge. Ah, donc, sur la sauge. Donc est-ce que ce sera la prochaine fois? Je ne sais pas. Bon bah écoutez, des bisous à tous. Voilà, c'est les au revoir les plus longs du monde. Ciao, ciao. Ciao. Bise. Et surtout, consommez du pamplemousse. Ah non, mais c'est la traîtrise totale.
Et pourquoi on est assez con pour appeler ça des... Bah, parce que c'est, en fait. Des pamplemousses, des pommelots, tu veux dire? Bah, ouais. Parce que quitte à faire, on les appelle des éléphants. Enfin, je veux dire, si on veut les appeler autrement. C'est pas faux. Après, j'ai envie de te dire, il y a plein de trucs à la con. La dernière fois, là, avec Clément, on a appris que Putain, c'est ça. le genre mammutus, ça veut pas dire du tout dire mammouth, ça veut dire mastodonte. Enfin, c'est complètement con. Mais il m'a parlé d'un truc, Ah, Clément, oui. avec les ours et tout. Ouais. Il y a un terme qui fait penser au fait que les ours sortent dans la nature et c'était un mot ou un terme Sortent dans la nature. enfin, à la fin de l'hiver et donc du coup qui fait Hibernation. penser au réveil. Oui, non, mais c'est une expression qu'on connaît et je me rappelle plus ce que c'est. Et je m'ai expliqué un truc comme ça, puis en fait, c'était par rapport à des excréments ou je sais pas quoi. Je sais plus. Si Clément, C'était tu une passes par anecdote ici, de tu me malade. diras, je vais laisser ça dans l'enregistrement. et tu me J'étais diras. là, mais putain, c'est quoi ça, l'ours? Il a dit qu'il y avait une expression, l'ours. En plus, il m'en a parlé il y a 10 jours, il va me tuer. Enfin, il va pas me tuer, mais il va me dire, putain, je retiens rien. Mais du coup, j'étais là, mais oui, mais c'est sûr, mais c'est ça. Mes parents, l'autre coup, ont trouvé une voix de Waze que tu peux mettre. Apparemment, tu peux charger des voix. Ouais, Je savais pas. Tu peux charger Et- des voix. Et bah, il y en a une, il m'avait c'est pas stylé. dit. Et d'un coup, dans la bagnole, ça fait un truc genre, prenez la prochaine à gauche. Il n'y aura pas de seconde chance. Oui, Et c'est sorti d'un coup, tu sais, il m'avait pas prévenu, mais c'était déstabilisant. Il y avait une vieille voix mascu super directive qui nous parlait comme si on allait crever. Alors, je vais te dire, moi, la première fois, c'était genre l'année dernière, c'était le pote d'un de mes frères, enfin, un des potes de mon frère, je suis Ouais. arrivé, qui du coup nous avait amené quelque part et du coup il avait mis Waze et il pouvait choisir et il avait mis la voix de Batman. Et donc, du coup, c'était tellement genre, at the next stop, turn right, turn left. Magnifique voix de Batman. Là, j'y étais, là. Moi, j'essaye, hein. I am Batman.